bien, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vois qu'on est très nombreux, donc on a eu vraiment beaucoup d'inscriptions. On n'en est pas encore à la moitié, mais peut-être que le temps de s'installer, et voilà, c'est 18h, 2 minutes. Écoutez, on a repris ces webinaires peut-être un peu tard, mais la période que nous vivons, c'est pas facile du tout. Mais dès qu'on a rencontré l'homme qu'il nous fallait pour stimuler un peu ces webinaires, c'est Stéphane Monet. Stéphane Monet, qui est directeur de recherche au CNRS, à l'UMR 5140, donc c'est archéologie des sociétés méditerranéennes. Mais je ne pourrais pas tout vous dire ce qu'il est, parce que quand j'ai regardé son CV, il y en a 2 pages, donc, mais il travaille surtout, il dirige des chantiers d'école d'archéologie depuis de nombreuses années. Et puis surtout, on l'a rencontré il y a quelques jours autour de Pézenas, autour des États généraux de Pézenas. Et ça permettait donc de rencontrer cet homme que je connaissais de nom, mais un homme passionné de vin. Il est de Pézenas d'ailleurs. Un homme passionné de vin, et c'est un plus aujourd'hui dans les recherches qu'il fait, parce que chaque fois qu'il trouve un pépin de raisin, ben, ça lui donne envie de boire un coup. Et il en trouve des pépins de raisin, et on a des moyens aujourd'hui. Et donc, j'ai pu apprendre en quelques jours et en quelques heures avec lui tout ce que l'archéologie, depuis 20 ans, nous a fait découvrir, tout ce qu'il a découvert. Voilà, j'en dirai pas plus. Ce que je dirais simplement, c'est qu'aujourd'hui, c'est pratique culturelle, densité et cépage. Et le 23 mars, c'est du pressoir à l'amphore et au tonneau. Et on a été obligé de diviser en deux, on ne pouvait pas tout faire. Stéphane Monet, quand on lui donne la parole, vous verrez, ben, ça dure 3/4 d'heure, et puis après, il y aura des questions. Il y aura une pause entre les deux pour des questions. Et c'est Sandrine qui, cette fois-ci, a bien enregistré, elle me l'a dit, pour qu'on puisse le revoir en replay. Pour tous ceux qui ne sont pas en direct, ben, pour le revoir prochainement. Voilà, je vous souhaite donc, je remercie Stéphane Monet parce que tout le travail qu'il a fait avant. Je remercie aussi Sandrine parce qu'elle est très active, parce que vous savez que moi j'ai une petite faiblesse, c'est le contrôle de tous ces appareils-là. Et quand on me dit on n'arrive pas à mettre la photo à tel endroit, je suis paniqué, mais eux, ils y arrivent et ils sont très bien arrivés. On reste voilà. calme. Écoutez, on va passer un petit moment avec Stéphane. Merci Stéphane, et je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, merci Jean-Philippe Granier de m'accueillir parmi vous. Et moi, je suis vraiment très content de communiquer avec la filière professionnelle des AOC Languedoc, parce que, comme tu l'as dit, moi, je suis passionné par les vins de terroir, et puis par ma région, par la vallée de l'Hérault. Et donc, c'est toujours un grand plaisir de communiquer avec des professionnels de la filière. Donc, on va aujourd'hui traiter de la vigne en Languedoc-Roussillon dans l'Antiquité, les pratiques culturelles, les densités et les cépages. Mais auparavant, il a semblé intéressant quand même d'examiner des données historiques, en partie pour poser tout ce que l'on sait sur la période romaine, parce que vous le savez peut-être, l'histoire de la viticulture ne commence pas avec les Romains, elle est beaucoup plus ancienne. Donc, on va d'abord éclairer cette histoire par quelques textes que vous avez à l'écran. Donc, le premier texte de Justin, qui, au 1er siècle après Jésus-Christ, donc, dans un de ses ouvrages, nous apprend que les Grecs de Marseille, arrivés en Gaule méridionale, ont appris aux Gaulois à tailler, à planter la vigne et l'olivier. Donc, nous savons aujourd'hui que les Grecs sont arrivés à Marseille autour de 600 avant Jésus-Christ, et que donc, à partir de ce moment-là, ils ont transmis leur savoir aux populations indigènes qui étaient installées dans le midi de la Gaule, et en particulier en Languedoc et en Roussillon. Alors, on fait ensuite un bond de plusieurs siècles, et on va arriver à la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, un peu plus donc de 20 siècles. Et là, c'est Cicéron, qui est un grand avocat, donc qui, au détour d'une phrase de son ouvrage De Republica, nous apprend que Rome défend aux nations de Transalpine, donc la Gaule méridionale, de cultiver l'olivier et la vigne. Donc, on reviendra sur ce texte. C'est quelque chose de très important qui a beaucoup intéressé les chercheurs. Ensuite, presque un siècle et demi plus tard, nous apprenons par Suétone, dans la vie des 12 Césars, que l'empereur Domitien, à cause du manque de blé, ordonna de couper au maximum
la moitié des plants de vignes et des oliviers, mais que finalement, il ne fit pas exécuter cet édit. Donc ces textes, ils sont là pour nous guider et ils nous montrent que le vin est au cœur des préoccupations des historiens, hein, parce que ce sont des historiens qui écrivent, et c'est des jalons extrêmement importants. Alors on retourne donc à Marseille, au VIe siècle avant Jésus-Christ, on fait un petit voyage dans le temps, et on va observer les premières importations de vin, des vins d'Italie du Nord, hein, d'Étrurie, et de Grèce, donc de Grèce en Méditerranée orientale, mais également de Grande Grèce, donc au sud de l'Italie. Et ce sont les premiers vins donc, qui arrivent aux alentours de 600 avant, donc sur nos côtes et en Languedoc-Roussillon. Alors on a dans des tombes comme à Castelnau de Guers, comme dans la grande nécropole de Pézenas, mais également dans des épaves, des amphores étrusques et puis également des amphores de Marseille. Donc c'est le début, les Gaulois font connaissance avec ce vin, c'est un breuvage qu'ils ne connaissent pas, par le biais de ces importations. Et puis Marseille va très rapidement se mettre à produire du vin sur son territoire, un petit territoire de quelques milliers d'hectares, et va diffuser donc selon un axe qui en gros correspond à la vallée du Rhône, mais qui plus amplement s'intègre dans le triangle que vous avez sous les yeux. Donc la viticulture, depuis ce foyer marseillais, va se diffuser jusqu'à Alba la Romaine, puisque récemment ont été mis en évidence des preuves d'une viticulture locale qui remontent au 5e siècle avant. Alors, on a des traces à Pézenas, à Gaillan, à Saint-Bonnet-du-Gard. Donc, ce sont essentiellement les recherches archéobotaniques réalisées depuis plus de 20 ans par Laurent Bouby et Philippe Maraval sur des restes carbonisés de pépins ou imbibés de grappes, de pépins et de cèpes de vigne mis au jour dans des contextes archéologiques du 5e siècle avant, qui permettent de montrer la diffusion de cette viticulture dans ce grand triangle bas-rhodanien. Dans le même temps, une base de pressoir vinicole en pierre a été identifiée à Latte au 5e siècle, et des dolias vinaires, hein, c'est des grandes jarres en terre cuite de plusieurs hectolitres, sont connus à Lançon de Provence et à Pézenas. Donc vous avez en rouge ces sites de production du vin datés du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ces vignobles sont donc attestés de la vallée de l'Hérault jusqu'à la vallée de l'Arc en Provence et plus au nord jusqu'à Alba en Ardèche. Donc cette diffusion de la viticulture, elle semble très rapide en Languedoc, et la création de la petite colonie grecque d'Agde, probablement également au 5e siècle, a pu encore accélérer ce processus. Alors un important jalon pour la connaissance de l'histoire du vignoble languedocien est constitué par les données archéologiques de Latte. C'est les fouilles dirigées par Michel Pie qui indiquent au même moment, donc à partir de la fin du IVe siècle, une baisse constante et régulière des importations d'amphores de Marseille et une production de vin dans la ville même de la Tara. Alors, cette dernière production, elle est illustrée par la multiplication des découvertes de pépins de raisin à l'intérieur donc des maisons, sur les sols, dans les sédiments, et par l'augmentation des fragments de ces grandes jarres, les dolias, donc qu'on va voir se multiplier donc, et qui servent à la vinification. À la même époque, apparaît aux portes de la ville un vignoble situé à quelques centaines de mètres donc, de cette ville, au lieu dit, donc, à l'actuel port fluvial donc, qui a été installé avec tous ces immeubles donc à Latte. Donc là, on est là entre 400 et 200 avant Jésus-Christ, et vous apercevez sur la diapositive donc les traces de plantation sur lesquelles on va revenir, donc des traces systématiques qui indiquent la présence de vignes dès cette époque. Alors tout va très vite évoluer à partir du début du IIe siècle. Hein. Donc le vignoble gaulois se développe très fortement. Et à partir du début du IIe siècle, après que Rome ait détruit la puissance maritime de Carthage, les choses vont très rapidement évoluer en faveur évidemment de l'Italie. Donc ce vin du sud de l'Italie va très rapidement s'imposer pendant un siècle et demi, hein, en gros jusqu'à la guerre des Gaules, comme l'indiquent les importations massives d'amphores fuselées produites le long de la mer Tyrrhénienne, donc entre la région de Florence et l'extrémité sud de l'Italie. L'épave subaquatique de la Madrague de Giens, qui est donc coulée dans le département du Var, illustre parfaitement l'abondance, l'importance de ce courant commercial. Vous l'avez sous les yeux, cette épave. Les volumes importés montrent que le prix du vin italien est bas et qu'il concurrence sans doute très durement la production gauloise, donc provençale et du Languedoc-Roussillon. Alors, dans le même temps, à Agde, il faut savoir qu'apparaît également une viticulture commerciale destinée à l'exportation vers la vallée de l'Hérault, notamment, comme l'indique l'existence d'une production locale d'amphores. Hein, des fours ont été fouillés au bord de l'étang du Bagnas,
et la découverte de fermes produisant du vin dans le courant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc les Gaulois ont à faire face à la fois à l'importation de vin italien et à la production sur la Cour d'Agde, toujours autour de Marseille, mais également autour d'autres comptoirs provençaux, donc à des foyers viticoles extrêmement actifs. Alors on revient à Cicéron, hein, vous vous souvenez, première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome défend aux nations de Transalpine de cultiver l'olivier et la vigne. Cette décision s'inscrit donc probablement quelques décennies après la conquête du sud de la Gaule, hein, qui intervient à la fin des années 120 avant Jésus-Christ. Cette conquête est suivie, vous le savez, par la fondation de la colonie romaine de Narbonne, donc en 118. Et donc l'implantation de cette colonie romaine et puis d'une population italienne de plus en plus nombreuse va probablement radicalement changer les choses. Donc il faut penser que ce vignoble indigène gaulois a eu beaucoup à souffrir de cette intégration dans ce monde romain. Alors, elle est lourde de conséquences, cette décision. Elle est destinée à protéger la filière vinicole italienne de la concurrence donc, de ce vin gaulois, bien situé sur les routes qui mènent à l'Atlantique, en direction de Bordeaux et à l'axe Rhône-Saône-Rhin. Le vignoble régional constituait en fait une menace bien réelle pour les grands propriétaires dont les riches domaines italiens produisaient à faible coût un vin abondant. Alors l'intégration du Midi de la Gaule et du Languedoc-Roussillon dans ce qui va rapidement devenir l'Empire romain se traduit par l'immigration d'une importante population italienne, par la création d'autres colonies romaines, hein, à Béziers, à Arles, à Orange, à Fréjus notamment, et par l'insertion de notre région à un vaste système socio-économique dans lequel le vin constitue une source d'enrichissement considérable. Ce phénomène va en s'amplifiant donc tout au long du 1er siècle avant Jésus-Christ et s'accélère nettement sous le règne de l'empereur Auguste, hein, qui règne entre les années 20 avant et 10 après Jésus-Christ. À cette époque commencent à apparaître des établissements vinicoles de tradition italique, hein, vous en avez deux sous les yeux, un à Vareille-Paulhan dans la vallée de l'Hérault et l'autre les Prébats, donc, qui dominent le bassin de Thau. Et ces établissements ont des capacités de production encore assez modestes, hein, on peut les situer entre 600 et 1200 hectolitres par an, ce qui n'est pas très important. Dans le même temps apparaissent donc des amphores, des imitations gauloises d'amphores italiques, de tradition italique, produites notamment dans la région de Béziers, et on connaît plusieurs marques peintes qui donc, soulignent qu'il s'agit de vins vieux, donc de vins de qualité, vétus, comme le montre cette inscription, et souvent on a également des inscriptions qui rappellent qu'il s'agit de cépages blancs. On y reviendra, c'est le célèbre cépage aminé, donc qui est produit notamment dans la région de Béziers. Alors, pour se faire une idée de l'intensité de la vitiviniculture en Languedoc pendant la période qui s'étend donc du début du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au milieu du 3e siècle, on peut se référer à une carte telle que celle que vous avez sous les yeux, hein, qui est tirée de la thèse de Charlotte Carato, donc, qui a étudié de façon très approfondie l'ensemble des dolias, donc les grandes jarres vinicoles trouvées dans tout le Midi de la Gaule et également dans la vallée du Rhône. Et cette carte, qui mentionne les découvertes faites depuis le 19e siècle de chais vinicoles, montre voilà, que, évidemment, cette production elle est très très large et elle couvre l'ensemble du territoire du Midi de la Gaule. Donc on aurait environ 170 sites de production de vin documentés par des fouilles ou des découvertes anciennes qui se répartissent donc entre la fin du 1er siècle avant et le 3e siècle après Jésus-Christ. Alors on peut aussi, on en avait parlé un instant au sujet de ces imitations locales d'amphores de tradition italique, on peut aussi examiner rapidement la carte de répartition des ateliers d'amphores vinaires qui montre notamment la place occupée par notre région, hein. Vous le voyez, alors dans la région de Nîmes évidemment, mais également beaucoup dans la région de Narbonne-Béziers, avec des concentrations d'ateliers extrêmement importantes qui indiquent donc qu'on est entré dans une phase de viticulture commerciale, entre guillemets, un peu agressive, qui va, on y reviendra dans le webinaire du 23 mars, donc qui va très durement concurrencer la viticulture italienne et surtout espagnole. Alors, je crois qu'on peut faire une petite pause sur cette première partie. Si vous avez déjà peut-être des questions, Sandrine, avant qu'on redémarre.
ton micro, Sandrine. Sandrine. Oui. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais qu'effectivement, je n'ai pas vu de questions surgir, mais je n'avais pas rappelé avant qu'on attaque que c'était possible de nous envoyer des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit À dans lever le la main. chat ou via la discussion ou questions et réponses. Moi, j'ai une petite question à Stéphane. Ça fait quelques fois que je l'entends et puis je n'avais pas posé cette question. Les Gaulois ne faisaient pas de vin avant que les Grecs arrivent. Est-ce qu'on n'a pas encore suffisamment recherché? Est-ce qu'il faut que tu travailles un tout petit peu plus pour essayer de nous dire que les Gaulois buvaient beaucoup de vin? Parce que nous, on est des Gaulois quand même. Alors, ce que l'on sait, c'est que bon, on a des traces de viticulture qui remontent au Proche-Orient, évidemment, et dans la région de la mer Caspienne, notamment en Géorgie. Dans toutes ces régions, on a des traces de viticulture extrêmement anciennes. Pour le moment, on n'a pas identifié de résidus vinicoles dans les céramiques de l'âge du bronze ou du néolithique final. Ça peut venir un jour, hein, ça peut venir. Mais a priori, les boissons consommées par ces populations avant l'arrivée des Grecs, donc, c'est plutôt des céréales fermentées, donc des boissons de type hydromel, bière. Le vin est manifestement quelque chose qui est une nouveauté, constitue une nouveauté, parce que bon, on a beaucoup de tombes de l'âge du bronze, hein, notamment de la fin de l'âge du bronze, et on n'a pas de choses qui pourraient s'apparenter à des services de boissons, comme on peut avoir ensuite dans des tombes gauloises, comme je vous ai montré par exemple à Castelnau de Gers, où là, on a dans une tombe d'adolescents une amphore vinaire, des vases spécifiquement dédiés à la boisson. Donc le vin, il entre à ce moment-là vraiment dans la culture gauloise indigène et il va fortement marquer les traditions culturelles. Il va être totalement intégré. Donc, et c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi un produit qui à cette époque est quand même relativement coûteux, hein, en tout cas le vin d'importation. Et donc c'est un vin qui est essentiellement consommé d'abord par les élites et qui est un signe ostentatoire de richesse, puisque les élites vont manifestement acheter beaucoup de vin et vont l'offrir, hein, ça, il y a d'autres textes qui nous le disent, vont l'offrir à leur clientèle, donc au reste de la population, dans des grands banquets festifs et collectifs, dont on a gardé beaucoup de traces et dont on retrouve les traces par le biais de l'archéologie. Donc le vin est aussi un phénomène extrêmement culturel et donc ça remonte, on peut le dire, à un peu plus de 25 siècles. Merci. Alors, j'ai quelques questions. Alors, on va voir si j'ai réussi à ouvrir le micro de Willy. Et en attendant, Jean-Sylvain demande quels sont les cépages. Ah, on entend Willy. Oui, alors vas-y, Willy. Désolé, excuse-moi Jean-Sylvain, si je te coupe la parole. Non, vas-y. Et je te rappellerai, je viens de voir ton appel. Je voulais savoir juste, du coup, moi j'avais deux questions. La première, est-ce que l'Atara, du coup, donc le port à latte, c'est gaulois les raisins là-bas ou c'est grec? Alors, on va l'aborder cette question au sujet des cépages, vous allez le voir. Il y a de la vigne sauvage, hein, surtout le pourtour méditerranéen, la lambrusque. Donc, il y a la possibilité de vinifier les fruits de la lambrusque. Mais manifestement, ce que les Grecs ont apporté, c'est l'art de la taille et donc la possibilité donc, de faire davantage fructifier la vigne. Ce que l'on voit aussi, ce qu'on commence à percevoir, c'est que manifestement, ces cépages ont été importés, hein. On a notamment dans une épave romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, des ceps de vigne entiers qui faisaient l'objet d'un commerce, d'une importation. Et puis, il faut savoir aussi qu'évidemment, on peut transporter facilement tout ce qui est bouture. Donc, il y a encore des choses, hein. Ça, c'est vraiment Laurent Boubi qui travaille sur cette question, là, mon collègue CNRS de l'ISEM. Mais ça tient beaucoup aux découvertes archéologiques et pour le moment, malheureusement, on n'a pas de données sur le 6e siècle avant qui permettent de précisément savoir, par exemple, ce que les Grecs de Marseille, les Marseillais, ont amené d'Asie mineure, puisque les gens qui sont venus s'installer à Marseille sont originaires de la côte d'Asie mineure, donc l'actuelle Turquie, ils viennent de Phocée, et il est très probable que dans leur exode qui les a conduits à s'installer à Marseille, ils aient emporté avec eux des ceps de vigne, des plants de vigne qu'ils avaient l'habitude de cultiver.
Je vous laisse la parole juste après. Et les vins à l'époque, du coup, dans ces endroits-là, en termes de degrés d'alcool, enfin, je veux dire, est-ce que les vins étaient entièrement fermentés ou c'est des choses un peu à 4, 5, 6 degrés avec énormément d'acidité et de sucre? On n'en a aucune idée. On ne peut en avoir, on n'en a aucune idée parce que simplement les auteurs grecs ou romains ne décrivent pas de façon suffisamment détaillée en fait euh, les choses et on peut pas répondre à ces questions. Ça, c'est vraiment le goût du vin, c'est vraiment quelque chose de très. Alors, il y a Hervé Durand au Mas des Tourelles à Beaucaire qui a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Brun et André Tchernia sur ces questions. Et donc, à partir d'un certain nombre de textes, à recréer des vins à l'antique, des vins mielés, des vins fumés. Donc, c'est une expérience assez intéressante d'aller les goûter. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez subjectif. Hein. Il n'y a rien de plus subjectif que le goût. Donc, on ne peut pas répondre malheureusement à ces questions. Pas de problème, pas de Moi, problème. je Bah, pense, merci en tout cas. Willy, qui est convaincu de toute manière que c'était des grands crus, parce que de toute manière, si on n'en retrouve pas, c'est qu'ils ont été tous bu. Donc, c'était très, très bon. C'était très, très Mais bon. t'en as pas dans ta cave? Pas encore. Ça va venir. Je vais passer la parole. Normalement, j'ai dû ouvrir le micro, Jean-Sylvain. Vous m'entendez? Très Oui, bien, oui, très bien. vas-y. Oui, bonjour. Moi, j'avais juste Bonjour. une question également sur le cépage aminé, là. Est-ce que je pensais que c'était associé au cépage clairette. C'est le cas ou pas? Ben oui, oui, oui. En fait, oui, oui. Moi, j'avais proposé cette hypothèse il y a 20 ans, pratiquement tout juste. Et parce que travaillant dans la zone d'Aspirant, de Paulan, de Cabrières, j'avais été frappé par justement la taille extrêmement modeste de cette appellation, la grande qualité de la clairette qui est très, très bien adaptée à ce terroir. Et donc, ben, comme c'est un cépage blanc, j'avais émis l'hypothèse que peut-être on pouvait avoir là en fait le dernier, tout ce qui pouvait rester du grand vignoble de la région de Béziers d'époque romaine, qui était connu pour laminer, puisque c'est la seule région dans tout le Midi où les marques-peintes nous apprennent que bah, y a un cépage qui est nommé, c'est l'aminé. Et cet aminé, il est produit dans la région de Béziers. Et c'est probablement à cause de la proximité d'Agde, hein, d'Agde de Grec, parce qu'il est également produit à Marseille. Donc c'est quand même ces deux vins qui sont quand même ce sont des vins clairettes, vous le savez, ça peut permettre de faire du vin sec, du moelleux, du rancio même, du vin oxydatif. Donc c'est extrêmement un cépage qui est extrêmement intéressant. Donc l'hypothèse a été en grande partie validée par des analyses de pépins qui ont été trouvées dans un puits de Valros, à quelques kilomètres au sud d'Aspirant. Et il y a de très fortes chances, à 90%, donc les analyses montrent qu'effectivement, ça pourrait être de la clairette. Donc c'est pépins d'époque romaine. Ok, merci. Merci. Éric Bourgade, si vous voulez activer le son et poser votre question. Ok, merci. Je me posais une question. À l'époque, quel était l'avantage concurrentiel d'une production en narbonnaise par rapport à une production en Italie ou ailleurs? Vous avez parlé de l'Espagne, voire au-delà. Alors là, on va parler de cet avantage concurrentiel à propos de la façon de mener la vigne. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis le 23 mars, donc là, on va vraiment rentrer dans tout ce qui est commerce, tout ce qui est concurrence. Et vous allez voir, en fait, rien n'a changé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la position géographique de la Narbonnaise, elle est extrêmement intéressante, puisqu'en fait, c'est la région qui assure le lien entre la Méditerranée et la zone, la vallée du Rhin, et toute la zone donc, là, qui correspond au nord de l'Empire, la partie occidentale de l'Empire romain. Donc, on est une région charnière qui profite à la fois des flux commerciaux, mais qui peut également et qui a joué également sur le commerce du vin parce que eh bien, elle a permis de rapprocher les centres de production des grands marchés de consommation du nord de la Gaule. Okay. Je pense qu'il faut continuer, non? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai Oui. juste une autre question, monsieur Arnaud Ekman. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Très Oui, bien. bien. Bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à ces Gaulois viticulteurs avant l'époque romaine. Est-ce qu'on a un peu plus de détails de savoir qui ils étaient? Est-ce que c'était des gens qui étaient propriétaires de leurs vignes? Est-ce que c'était des chefs de tribu? Est-ce que vous avez une idée un peu de la structure de ce vignoble gaulois pré-romain? Alors, on n'a pas vraiment d'idée parce que c'est des questions qui sont difficiles puisqu'il n'y a pas d'écriture à cette époque. Ce que l'on sait, c'est que, par exemple, à Latte, on produit du vin dans la ville.
Donc, manifestement, on a des gens qui sont des urbains, pas forcément des très grands propriétaires, des gens très riches, parce que les maisons ne sont pas très imposantes. Il y en a des jolies, mais il y en a des moins jolies. Donc, ces gens-là ont des vignes à l'extérieur de la ville. Après, on connaît par exemple à Lançon de Provence, à Coudouneux, il y a une très belle fouille qui a été réalisée sur un établissement perché, donc une sorte de petit oppidum fortifié. Et là, on a, alors non pas un habitat groupé, mais manifestement plutôt une famille, un aristocrate qui donc a une sorte de château perché. Et dans ce site ont été découverts des dolias, des jarres, donc, dont les analyses ont montré qu'elles servaient à la vinification, à la vinification du mou. Donc, on a des situations manifestement qui sont, moi je dirais, assez diversifiées, hein. On a Gaillan, on a Saint-Siméon, on a des choses comme ça qui montrent que on fait du vin dans les habitats groupés, mais probablement également dans des fermes aristocratiques, donc des établissements ruraux qui, en gros, peuvent être comparés, toute proportion gardée, avec les futures villas d'époque romaine. Très bien, Ok, merci. merci. Ok, ben on va enchaîner. On va reprendre. Ouais. On vous écoute, Stéphanie. Alors, Merci. les diagnostics donc, archéologiques qui se sont développés très fortement depuis une vingtaine d'années, hein, c'est des tranchées mécaniques qui sont systématiquement, comme vous l'avez sous les yeux, c'est les grandes tranchées blanches, donc, qui sont installées sur des zones qui vont être aménagées, construites. Et les décapages mécaniques qui suivent, donc lorsqu'il y a des diagnostics positifs, donc on détecte des indices très forts d'occupation ancienne. Donc, c'est des décapages que vous avez également sous les yeux, puisque là, vous avez les deux états, le diagnostic et ensuite la fouille avec ces grands décapages blancs donc, qui apparaissent avec des traces d'établissement. Tout ce que vous voyez autour dans des décapages blancs, ce sont les vestiges de vignes. Donc, ces diagnostics et ces décapages sur des surfaces pouvant atteindre plusieurs hectares, voire plusieurs dizaines d'hectares, ont par ailleurs entraîné la mise au jour de traces de plantations de vignes antiques à l'échelle de tout le midi de la France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, puisqu'on sort de la Tara, on sort de ces établissements, de ces villas romaines, et on voit comment le territoire a été en grande partie recouvert de vignes. Alors, les attestations de culture de la vigne, donc hors site, dépassent à présent les 250 à 280 occurrences à l'échelle du Midi, et indiquent une mise à profit des terroirs les plus difficiles, hein, comme les zones humides autour de Latte, dès le IIIe siècle avant, mais également, comme ici à Béziers au Gasquinois, des terrasses alluviales argileuses, et puis également des zones de cailloutis égalés qui, évidemment, sont des zones intéressantes pour la viticulture, mais qui sont difficiles à travailler. Donc, il est probable que la vigne se soit étendue sur tous les types de terrains, depuis le littoral jusqu'à l'arrière-pays. Et dans l'état actuel des recherches, le site le plus dans l'arrière-pays qu'on connaisse, c'est à Cabrières, donc au milieu des mines de cuivre d'époque romaine. On a fouillé un établissement vinicole, donc, qui est installé dans ce qui est aujourd'hui vraiment un terroir de garrigue. Alors, ces données sur les vignobles sont intéressantes du point de vue topographique, géographique, mais elles nous renseignent aussi sur les modes de plantation. Puisque les décapages mettent au jour, donc, sous les niveaux arables, des traces de fosses, de tranchées. Donc, ces fosses isolées, équidistantes, vous les voyez à gauche, ou bien en tranchées parallèles, on va y venir, ont été mises en évidence depuis une trentaine d'années. Et c'est la plantation en fosse isolée qui est la plus répandue. Donc, ces fosses sont placées en ligne parallèle équidistante, et elles peuvent être pseudo-circulaires, ramassées ou bien allongées. Et vous avez un schéma donc, qui montre que pour les fosses allongées, voilà, on plante un plan vif à chaque extrémité de la fosse, et puis on rebouche, on met du fumier, on arrose et on laisse comme ça pousser le vignoble. Ce sont des choses que vous connaissez bien, évidemment. Donc, il y a une diversité morphologique de ces fosses. Vous voyez un autre vignoble à La Palud dans le Vaucluse, où là, on a une succession de fosses carrées, alors qu'à la Quintarie, à Clermont-Lérault, on est sur des fosses plutôt allongées. Alors, la plantation en tranchée, elle est bien plus rare, hein. Elle était attestée à Marseille, dans les environs de Marseille, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est les fouilles de Philippe Boissineau, et encore à Valros au IIe siècle après Jésus-Christ.
Alors, à Vareille, à Paulan, dans la moyenne vallée de l'Hérault, dans les années 30 avant Jésus-Christ, on est au tout début, juste avant le règne de l'empereur Auguste, il y a un peu plus donc, de 20 siècles, sont installées 3 parcelles de ce type, donc des parcelles en tranchées parallèles, qui seront ensuite recouvertes par la villa du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, donc en gris, et par un nouveau vignoble en fosse isolée, dont on voit ici quelques vestiges conservés. Donc le cercle rouge devrait être à gauche. Bon, il y a un petit problème technique, mais ce n'est pas bien grave. Donc vous avez compris, à Vareille, ce type de plantation, c'est le plus ancien. Et puis ensuite, il va être scellé en quelque sorte par les aménagements postérieurs, le rehaussement des niveaux de culture et la construction de la villa. Alors, la mise au jour de fosses et de tranchées de plantation présentant des maillages réguliers sur plusieurs milliers de mètres carrés permet par simple calcul de fixer des densités de plantation à l'hectare. Alors, le tableau à gauche donc, montre ce que l'on connaît dans la moyenne vallée de l'Hérault, donc entre Saint-André de Sangonis et le secteur de Valros. Et on voit que les chiffres obtenus indiquent une grande variabilité entre 2700 et 13 000 pieds à l'hectare et parfois jusqu'à 16 000 pieds. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau. Ce que vous apercevez en haut à droite, c'est l'exemple de Valros qui montre donc autour d'un carrefour de voies à la fois des fosses, donc des scrobès, des vignobles plantés en fosse, et puis des tranchées également. Un peu plus au nord, on a un vignoble en tranchée, et la grande largeur impose de restituer peut-être un complant, c'est-à-dire qu'entre les vignes, peut-être qu'on fait pousser des plantes fourragères, des céréales, voire des légumineuses. C'est intéressant parce que ça, évidemment, ça peut azoter la terre. Alors, il existe, et je ne vais pas bien sûr vous faire l'affront de vous l'apprendre, bien des façons différentes de conduire la vigne. Elles sont connues depuis la plus haute antiquité autour de la Méditerranée. Vous avez donc toutes ces façons de conduire la vigne sous les yeux. Alors, qu'en est-il pour le Languedoc-Roussillon? Eh bien, on a la chance de disposer d'un texte de Pline l'Ancien, qui a été écrit vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ par cet grand encyclopédiste, qui est un haut fonctionnaire impérial qui connaissait bien la Narbonnaise puisqu'il y avait été en poste. Et donc, il dit que dans certaines régions de la Narbonnaise, donc les vignes ne peuvent être taillées en hauteur et donc structurées vers le haut à cause donc des vents. Alors, la liste des régions vantées du midi de la Gaule, vous le savez, elle n'est pas très difficile à établir, car le régime des vents ne s'est pas modifié depuis l'époque romaine. Moyenne et basse vallée du Rhône exposée au Mistral, et évidemment Languedoc très exposé à la Tramontane, et Roussillon également exposé très fortement au vent du nord. Donc, on a manifestement à l'époque romaine dans ces régions une taille en gobelet qui est généralisée et qui présente plusieurs avantages. On a d'abord un faible investissement lors de la plantation et des premières années de conduite, par opposition avec la vigne sur échalas qui coûte quand même beaucoup d'argent. Donc, on se contente de planter des plants, on n'a pas besoin de planter donc tout le système de tuteurs qui va permettre d'élever cette vigne en hauteur. On a ensuite évidemment une économie de temps et de main-d'œuvre lors de la taille, puisque c'est une taille basse. Et puis évidemment, on a une économie de ramassage lors des vendanges. Mais c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Il n'y a pas besoin d'échelle pour aller chercher les grappes de raisin en hauteur, comme en Italie. Alors, ces avantages vont procurer au vignoble antique qui occupait l'actuelle aire des AOC Languedoc-Roussillon un avantage économique de poids face aux vignobles italiens, également aux vignobles espagnols, dont les vignes sont plutôt plantées sur échalas, et donc dont les investissements de départ et les coûts d'exploitation étaient de fait beaucoup plus élevés. C'est un avantage qui semble décisif. On en a beaucoup discuté avec Jean-Pierre Brun, donc, qui est professeur au Collège de France et spécialiste de la viticulture. Et évidemment, c'est un avantage concurrentiel qui va permettre à ce vignoble de Narbonnaise de tenir le haut du pavé pendant un peu plus d'un siècle. Alors, pour ce qui concerne maintenant la question des cépages, elle est actuellement au cœur de travaux dirigés par mon collègue Laurent Boubi, qui est ingénieur de recherche au CNRS à Montpellier, qui coordonne un très important programme financé par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle Viniculture, et donc qui regroupe plusieurs laboratoires, dont le laboratoire auquel j'appartiens.
Alors, j'emprunte à Laurent plusieurs diapositives que vous allez voir. Donc, on part déjà du principe que les auteurs latins sont assez imprécis sur la question des cépages. Ça répond en partie à la question de tout à l'heure. Ils en citent une douzaine, mais ceux-ci ne peuvent être reliés aux cépages actuels. Donc, les types de vignes sont innombrables, hein, c'est ce que dit Théophraste. Les auteurs mentionnent les variétés les meilleures et les plus connues. Hein, je renvoie à Columelle et à Pline. Les textes évoquent une forte diversité phénotypique. Il n'y a pas de description systématique des variétés, comme actuellement, et donc il est impossible d'identifier des variétés modernes. On a une rare exception, la Piniae musca, parce qu'il attire les abeilles et c'est un cépage très sucré. Donc, il faut s'en tenir, il faut en fait se tourner vers la science et notamment vers les sciences de la botanique. Donc, en fait, pour identifier la présence de la vigne, on peut avoir recours à 3 types d'études. La palynologie, qui est l'étude des pollens qui sont conservés dans les sédiments. L'anthracologie, qui est l'étude des charbons de bois. Donc, on utilise la vigne comme combustible et ça laisse des charbons de bois. Mais la palynologie et l'anthracologie ne nous renseignent que sur la présence, absence, culture locale de vignes. Ils ne nous renseignent pas sur les cépages. En revanche, la carpologie, celle qui nous intéresse directement, c'est l'étude des graines. La carpologie est la seule en fait à pouvoir répondre à la question des cépages. Alors, je ne vais pas aborder ici les résultats des études d'ADN qui sont en cours d'exploitation et qui montrent surtout une intense circulation des cépages entre le Languedoc, la zone alpine et le nord-est de la Gaule, la région notamment l'Alsace. Et on va surtout regarder les études morphométriques, donc qui permettent, vous allez le voir, d'avoir quand même quelques certitudes sur ces cépages antiques. Alors, vous le savez bien, hein, chaque cépage présente des caractéristiques qui lui sont propres, notamment en ce qui concerne la forme et la taille de ses pépins, notamment, mais pas seulement, il y a également la forme et la taille des feuilles. Donc, vous observez donc, sur l'image la grande diversité de quelques cépages et on voit bien la lambrusque, qui est cette vigne sauvage sur laquelle je vais un peu insister parce que c'est vraiment un résultat tout à fait étonnant donc, des recherches dirigées par Laurent Bouby. Donc, vous voyez que la morphométrie géométrique consiste en fait à mesurer de façon statistique, après photo, donc à la binoculaire, la taille et la forme des pépins de chaque type de cépage, entre 6 000 et 10 000 cépages connus actuellement, et qu'à partir de ce référentiel qui repose sur à chaque fois sur plusieurs centaines de pépins donc traités de façon statistique, il est possible d'établir des comparaisons avec les pépins issus de contextes archéologiques. Chaque variété de vigne en fait a les types de pépins spécifiques et l'utilisation donc de la statistique, d'un logarithme et de l'informatique permet de très rapidement, quand on a des lots de plusieurs centaines de pépins, de les classer dans les différentes variétés. Donc on va prendre des pépins issus de contextes archéologiques et puis on va les comparer à ce référentiel. Alors la multiplication des fouilles depuis une trentaine d'années a permis de collecter des séries de pépins carbonisés ou, plus intéressant, gorgés d'eau. Les séries les plus abondantes et les mieux conservées proviennent en effet des puits où l'absence de lumière et d'oxygène, ainsi que le caractère évidemment humide, assurent des conditions de conservation optimales, permettant à la fois des études morphométriques précises, mais aussi des analyses ADN, puisque l'ADN en général, si on travaille sur des pépins carbonisés trouvés dans l'habitat, l'ADN est détruit par le feu, vous le savez, et le feu aussi a tendance à déformer les pépins, ce qui rend un peu plus difficile les études morphométriques. Alors ensuite, on va prélever donc, des sédiments dans ces niveaux archéologiques et on va tamiser à l'eau. Donc ces sédiments, comme vous le voyez, là on a un tamis et dans ce tamis, une fois qu'on a tamisé à l'eau et que le sédiment s'est écoulé, est parti, qu'on a enlevé les cailloux, les morceaux de tuiles, les morceaux de céramique, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Là, notamment dans un prélèvement fait dans le puits du puits de l'Oribel à Pézenas, on voit apparaître des centaines et des centaines de pépins de raisin en excellent état. Alors, donc ces études permettent de dresser un premier bilan, hein, notamment réalisé sur 4 sites donc languedociens. Alors on a le Mas de Vignoles à Nîmes, le Gasquinois à Béziers, dont on a vu la fouille, la Lesse à Sauvian, le Rec de Lignot à Valros. Et ces études mettent en évidence donc la diversité attendue des morphotypes, hein, révélés déjà par les auteurs anciens, et la présence insoupçonnée de la vigne sauvage. Vous le voyez, donc il y a des résultats généraux, et puis ensuite,
on a par site une analyse beaucoup plus précise qui me permet par couleur de répartir les différents cépages. Alors, les cépages antiques qu'il est possible de relier à des morphotypes actuels sont au nombre de 9 sur ces 4 sites. Le Merlot, la Mondos B, le Pinot, la Clairette, donc, ce qui confirme donc cette hypothèse de la présence de clairette aminée donc, dans la région de Béziers. Et puis ensuite, à la marge, le cépage Génable, la Syrah, le Sauvignon, le Petit Verdot et le Cabernet. Alors, la lambrusque ou vigne sauvage est attestée de façon systématique. Vous le voyez dans les résultats généraux, la moyenne, c'est 46,8%. Mais quand ensuite on rentre dans les détails sur les 4 sites, donc elle est attestée entre 6 et 68% selon les contextes étudiés. C'est très important et ça pose vraiment la question de son utilisation dans la production vinicole. Donc, ce sont des recherches qui continuent, qui se densifient parce qu'on a de plus en plus de prélèvements. Et puis, il y a des échanges entre Laurent Bouby, qui est un biologiste, un spécialiste de la carpologie, et puis des archéologues, parce que nous, on pose des questions. Et puis, il y a évidemment toutes les questions de chronologie maintenant qui vont commencer à être mis dans ce moteur de recherche pour déterminer s'il y a une évolution entre le 1er siècle avant et le 3e siècle après, et quelle est la répartition donc, de ces cépages selon les périodes, selon les zones du Languedoc. Il y a également des recherches qui ont commencé dans le Roussillon. Alors, finalement, l'image qui se dégage de ces résultats et des éléments préliminaires livrés par les analyses ADN montre une grande diversité, et peut-être, mais il faudra affiner davantage cette hypothèse, une tradition vinicole peut-être proche de celle connue à la veille du phylloxéra, donc avec peut-être des vignes qui ne sont pas plantées d'un seul cépage, mais peut-être de plusieurs cépages, avec donc un mélange des variétés, un mélange peut-être aussi de la végétation. On peut imaginer donc des vignes qui comportent un certain nombre d'arbres, où croît la vigne sauvage, et c'est peut-être aussi là que se situe l'avenir de nos beaux vignobles, parce qu'avec le réchauffement, avec les problèmes d'interdiction des produits phytosanitaires, il va peut-être falloir se poser des questions sur les avantages de cette grande diversité. Alors, on a mené avec l'équipe d'aspirants des recherches pendant 10 ans en Andalousie. Là, on a travaillé sur quelque chose de totalement différent, c'est l'olivier et l'huile d'olive. Et on était parti dans l'idée que les Romains avaient sélectionné de façon drastique les différentes variétés d'olivier de façon à obtenir des rendements importants. Et en fait, on a trouvé des milliers de noyaux d'olives, et les analyses réalisées à l'ISEM à Montpellier avec Jean-Frédéric Terral nous ont montré que en fait, la réalité de la culture de l'olivier en Andalousie à l'époque romaine était identique à ce qu'on voit pour le vin, c'est-à-dire une très grande diversité des variétés et la place également insoupçonnée de l'olivier sauvage, l'oléastre. Donc finalement, ces deux modèles vont dans le même sens, et je pense que ça, on peut en parler, mais je pense que ça constitue pour vous peut-être un élément de réflexion extrêmement intéressant pour votre avenir et pour notre avenir à tous, parce que on est aujourd'hui un petit peu au pied du mur avec tous ces problèmes écologiques, ces problèmes de règlement. Donc voilà, peut-être on aura l'occasion d'échanger. Et donc, je répondrai évidemment à vos questions, et puis je vous donne rendez-vous le 23 mars pour la suite de l'histoire. Et là, on rentrera dans toutes ces questions de concurrence et de comment on produit du vin donc, dans l'Antiquité. Voilà, merci de votre attention, et puis je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Ah, on ne t'entend pas, Jean-Philippe. Merci, Stéphane. Oui, avant de te remercier, naturellement, j'ai une question sur des éléments dont on avait parlé déjà par rapport au marcotage. Tu sais, à un moment, tu m'avais parlé des pépiniéristes. Je crois qu'on a encore quelques minutes. Oui. Tu me parlais par rapport à la plantation de la vigne, comment la vigne se multipliait, quoi. Oui, alors on a dans ces traces de plantation de vigne des signes très, 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 très forts et indubitables. Donc du provignage. Le provignage, ça consiste évidemment à creuser une fosse perpendiculaire au pied de vigne qui est en train de dépérir, et en faisant partir un sarment long de ce pied de vigne, donc d'aller faire un marcotage en enterrant ce sarment sur 1 mètre, environ 1,20 m, et en faisant ressortir. Et puis, ce sarment va créer de la végétation.
Et puis, une fois qu'il sera bien implanté, qu'il aura lui-même un peu raciné, ben, on coupera le lien avec le pied mère. Donc, ça va permettre de démultiplier comme ça le vignoble, de procéder à son renouvellement au bout de plusieurs générations. Et donc, on a également, avec des vignobles qui sont très, très denses, hein, on a des traces de vignobles où on aurait une densité de presque 100 000 pieds à l'hectare. Et ces vignobles très denses renvoient à l'existence de véritables pépinières, donc qui sont destinées à commercialiser en fait des pieds vifs qui vont être achetés par les propriétaires lorsqu'ils vont avoir à planter plusieurs hectares de vignes. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que bon, ce sont des choses qui paraissaient évidentes, qui sont évidentes, puisqu'on a besoin de pépinières pour faire croître le vignoble, mais qui sont aujourd'hui matérialisées, qui prennent un peu de consistance. Donc voilà, l'archéologie maintenant arrive quand même je trouve, à des résultats qui sont tout à fait mûrs, tout à fait passionnants, et on va continuer à enrichir donc les connaissances sur le vignoble et la production de vin. Ok, alors on a une question de Florent Boutin, mais je ne sais pas s'il veut la poser lui-même. Ah, il essaie de mettre son haut-parleur. On va aller plus vite. Il voulait savoir ce que c'est qu'un morphotype. Si c'est un ancêtre des cépages, ou qu'est-ce que ça signifie exactement un morphotype? Un morphotype, oui, c'est un cépage, c'est-à-dire c'est une variété qui se définit par des caractéristiques végétatives et productives, donc la forme des pépins et la forme des feuilles essentiellement. Alors, peut-être je dirais une bêtise, mais peut-être également même la forme du pied. Alors bon, elle est beaucoup liée évidemment à la taille, hein, puisque c'est vous, vignerons, qui modelez la forme du pied. Mais bon, je suppose qu'il y a peut-être des différences entre les variétés de vignes. Au niveau de l'écorce, bah, par exemple, on sait qu'il y a des vignes qui sont faites de bois beaucoup plus dur que d'autres. Donc, c'est un petit peu ça le morphotype, hein. C'est comme pour tous les arbres fruitiers, toutes les variétés. Il y a une infinité de variétés, comme pour l'olivier. Donc, les spécialistes, normalement, arrivent à reconnaître d'un seul coup d'œil, à partir des feuilles et de la forme d'un arbre, la variété à laquelle il appartient. Voilà. Mais bon, on peut vérifier de façon précise. Je vérifierai quand même, hein, pour la prochaine fois. Je vais le noter. Que je ne dise pas de bêtises sur le morphotype, mais bon, a priori, je pense que c'est ça. Ok, il y a Gélia qui veut poser une question sur son cépage de prédilection, peut-être. Ah, son micro n'est pas ouvert. Et bon, en fait, ton micro. bon, je vais poser la question, est-ce que le cépage muscat a été identifié, demande Gélia? Alors là, il n'est pas identifié sur les 4 sites que je vous ai montrés, mais oui, je crois que le muscat petit grain a été identifié, effectivement. Donc, et puis, il y a des cépages également dans la vallée du Rhône qui ont été identifiés dans la zone alpine, qui constitue un très grand conservatoire donc de cépages anciens. Donc, il y a d'autres cépages, hein, qui ont été identifiés. Mais ça, pour le Languedoc-Roussillon, pour l'instant, là, ce sont vraiment les principaux, hein. Merlot, Mondosbé, qui n'est plus présente, Pinot, qui est pas très très présent en Languedoc, sauf chez quelques vignerons. Et puis bon, évidemment, Clairette, qui est pour moi le grand cépage blanc de nos AOC. Ok. Alexandre? Oui, bonjour. Bonjour. Je me posais la question là, sur le développement effectivement de tous ces fours là, pour toutes les productions d'amphores vinaires. Est-ce qu'on a une idée sur s'il y a des spécificités locales par rapport à ces productions d'amphores? Alors, nous allons le voir la prochaine fois, hein, mais je peux un peu déflorer quand même le sujet. Oui, il y a des différences assez importantes entre la Provence et le Languedoc-Roussillon du point de vue de la production des amphores. Et alors, je ne sais pas si on aura le temps de le développer, mais la forme de l'amphore, elle dit beaucoup sur ce que l'on veut vendre et où on veut le vendre. Vous le verrez avec les 2 principaux types d'amphores gauloises qui sont produites sous le Haut Empire romain dans notre région. Il y a 2 marchés différents et chaque marché a une amphore spécifique. Et l'ambassadeur du Languedoc-Roussillon à cette époque
Donc, c'est à l'exportation, c'est vraiment la Gauloise 4, c'est une amphore avec une forme spécifique, une très très belle amphore, très, très solide, très légère et qui convient donc à merveille au commerce du vin. Et vous le verrez aussi, la diversité des amphores, elle renvoie à la diversité des vins, à des phénomènes de marketing, parce que les consommateurs, on est toujours dans l'imitation, on est toujours dans l'adaptation des formes d'amphores par rapport à ce qui est connu par les consommateurs. Donc la concurrence, elle se fait par là aussi. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, je vous les montrerai, il y a des marques peintes qui sont des étiquettes en fait. Il faut savoir que les amphores sont toutes étiquetées, et que quand les consommateurs achètent des amphores, ils savent d'où elles viennent, par qui elles ont été commercialisées et ce qu'elles contiennent. Un peu comme nos étiquettes actuelles, un petit peu moins détaillées. Merci. Je vais ouvrir le micro de Jean-Pierre Venture. Clac. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais eu le privilège d'assister à une explication de Stéphane sur le site de Vareille, près de Poland, et il me semble qu'il avait évoqué le nom du cépage de Picpoul par la forme des pépins. Est-ce que ça a été abandonné ou est-ce que c'est une erreur de ma part? Non, je pense que c'est… Ouais, je pense pas avoir évoqué la question le Picpoul, hein, j'ai bien entendu. Piquepoul, oui. Le Oui, oui, Piquepoul. le Piquepoul. Non. Pour moi, j'ai jamais… et vraisemblablement, là, dans les analyses qui ont été faites, les pépins donc dans la zone de Valros, Pézenas, on est quand même bien placé par rapport à l'appellation Picpoul. Donc, je pense que si le Picpoul était un cépage antique, on l'aurait mis en évidence. Donc, a priori, j'avais dû parler de la clairette, hein, D'accord. et pas du Picpoul. Merci Stéphane. Avec plaisir. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On a fait le tour. Moi, je pense que pour le Piquepoul, il va le retrouver, mais il faut encore un peu de temps, c'est sûr. C'est Picardon, Piquepoul, il va avoir tout de suite des choses, Non, mais ça, c'est… Bobby, il m'a dit qu'il allait le trouver, ça, le Piquepoul. Il va le chercher. On le trouvera au fond de l'étang de Tours, peut-être, mais il va falloir fouiller dans un petit moment. Bon, mais je pense que on a fait un premier tour tout à fait intéressant. Merci Stéphane. Et puis, il y a déjà des questions par rapport à ce que vous allez nous expliquer dans 15 jours. Hein. On voit que le sujet suscite l'intérêt et la curiosité. Donc, bien écoutez, je vous remercie tous d'avoir été présents ce soir. Merci encore Stéphane. Et puis surtout, rendez-vous dans 15 jours. Je vais publier un nouveau lien d'inscription pour la conférence qui a lieu le 23 à la même heure. Et j'enverrai le lien aussi et je le mettrai sur nos réseaux pour visionner le replay. Et aussi pour ceux qui n'auraient pas pu assister à la conférence ce soir. Voilà, donc vous allez recevoir tout ça dans vos boîtes mail. Merci beaucoup et à dans 15 jours. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.